Afrique, chef d'État ou chef de clan. Monsieur André Fridolin Salah, l'auteur, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à vous, M. Botton, de m'avoir invité sur votre illustre plateau. Alors, pourquoi parlez-vous de chef d'État ou chef de clan? En fait, le titre, c'est une interrogation, vous l'avez remarqué. J'interpelle plutôt les lecteurs à se faire une idée de la gouvernance, soit elle est celle des chefs d'État, soit elle est celle des chefs de clan. Ce qui nous plonge dans ce livre, c'est déjà la préface de André Busseri, qui est construite autour de la célèbre phrase de l'auteur français René Dumont qui disait que l'Afrique noire est mal partie. Mais cette phrase, elle résonne comment dans vos oreilles? En fait, Monsieur René Dumont, il interpellait sur les trois points focaux qui faisaient le retard de l'Afrique, à savoir l'éducation, dans l'éducation, la formation aussi, bien entendu. Et comme deuxième point, l'agriculture, et après l'économie. Mais il disait justement que le choix de culture inadapté aux besoins locaux et l'absence de formation. Plus loin, il dit que l'agriculture et l'élevage ont été les grands oubliés du développement de l'Afrique noire, justement. Oui, tout à fait, il avait raison, parce que plutôt que de poursuivre l'agriculture qui nourrit les populations, on a plutôt privilégié la culture des rentes, qui s'avère clairement être un échec aujourd'hui. Ce n'est pas elle qui nourrit les paysans maintenant. Vous, à la page 12 du livre, dans l'avant-propos, vous avez pris le cas du Cameroun pour dire, citation, ce pays concentre la plupart des mots dont souffre le continent de façon générale. Qu'est-ce que vous le faites dire? Alors, le Cameroun, on l'a souvent appelé l'Afrique en miniature. C'est pas simplement du point de vue géographique, c'est aussi du point de vue politique, culturel, économique et j'en passe. Les problèmes que concentre le Cameroun sont pratiquement les mêmes qu'on retrouve dans d'autres pays. Chômage de masse, insuffisance d'infrastructures, de toutes sortes. Et j'en passe. À parler du Cameroun, on regroupe tous les autres pays d'Afrique pratiquement. Mais justement, ce n'est pas le fait que vous disiez que ce pays regroupe la plupart des mots que connaît l'Afrique, mais vous faites remarquer que plus de 50 ans après l'indépendance, le malaise est en nette progression. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'amélioration depuis la nuit des temps? Mais posez-vous la question, Monsieur Botton. Est-ce que 20 ans derrière nous, il y avait autant de coupures d'électricité dans la plupart des pays africains? Quand vous faites un tour, que ce soit au Tchad, en Centrafrique, au Cameroun et j'en passe, c'est quasiment la même chose maintenant. Bon, c'est de bonne guerre qu'on pense à une régression. Oui, mais quand vous parlez de l'électricité, c'est que la taille de la population dans la plupart des pays, la taille a augmenté, mais peut-être que les infrastructures n'ont pas suivi. Mais justement, c'est à ce niveau que j'interpelle les gouvernants. On dit gouverner, c'est prévoir. Alors, il faut prévoir tout cela. Mais les mots dont vous parlez, vous avez cité entre autres népotisme, détournement et remontée de tribalisme. Monsieur Salah, est-ce que le tableau est si sombre comme vous le prétendez? Non, mais là, sincèrement, je vous dirais non, parce que ces mots, on ne les retrouve pas seulement en Afrique. Pour avoir énormément voyagé, je peux vous dire que les mêmes mots, on les retrouve quasiment dans tous les continents. Mais si je les pointe en Afrique, tout simplement, je me bats pour que le bien-être qu'on retrouve ailleurs, qu'on puisse le retrouver en Afrique aussi. En tout cas, ce qui intéresse la plupart des Africains aujourd'hui, c'est comment s'en sortir. Mais pour s'en sortir, il faut connaître les causes d'abord. Et parlant de causes, vous dites qu'elles sont internes et proviennent des facteurs endogènes. Vous avez parlé de train de vie dispendieux de certains dirigeants africains, les séjours illimités dans des hôtels UPE en Occident, les comptes bancaires mirobolants et des propriétés personnelles à des valeurs souvent inestimables en Europe. Est-ce que vous êtes sûr de parler de l'Afrique d'aujourd'hui ou bien de l'Afrique d'hier? Ben, je vous parle bien évidemment de l'Afrique d'aujourd'hui. Ben, on voit le train de vie des chefs d'État et celui d'ailleurs des membres du gouvernement. Imaginez un État d'une vingtaine de millions d'habitants qui concentre une soixantaine de ministères. Ben, regardez, si vous faites la comparaison aux États-Unis, en France,
avec les moyens dont ces pays disposent. Il n'y a pas de raison qu'un pays d'Afrique ait une soixantaine de ministères. Donc, effectivement, le train de vie, il est au-delà des capacités. Mais pourtant, depuis quelques années, nombre d'États ont réduit considérablement le train de vie de l'État. Ça, c'est deux faces. Et ils l'ont fait deux faces, mais derrière, ils ont multiplié. Je peux vous faire une révélation. C'est qu'après les élections, par exemple, dans certains pays d'Afrique, en guise de récompense, on crée un nouveau département ministériel qu'on donne à soit un cousin, soit, je ne sais pas, à quelqu'un sans portefeuille pertinent, évident, mais avec un budget conséquent. Mais est-ce que vous pensez réellement que ce qui cristallise des critiques, est-ce que c'est vraiment le train de vie de l'État? Est-ce que ce n'est pas d'autres mots qui sont bien loin de l'exécutif auquel vous faites allusion? Bien entendu, dans les mots que l'on constate en Afrique, il y a bien entendu aussi le civisme des citoyens qu'il faut convoquer. Les citoyens, ils ne sont pas au-delà de tout reproche. Mais d'abord, l'exemple, il doit venir des dirigeants. Oui. Donc voilà, moi je... En tout cas, les mots que vous les avez cités, j'en ai fait cas tout à l'heure, mais pour la référence même, vous faites allusion à des chefs d'État anciens. Vous parlez par exemple de la fortune du maréchal Mobutu au crépuscule de son règne, qui était estimée supérieure à la dette extérieure du pays. Vous parlez de Sani Abacha, ancien homme fort du Nigeria, qui à lui seul a amassé des milliards de dollars détournés du trésor nigérian dans les banques helvétiques. Vous faites allusion à Houphouët-Boigny qui a construit une basilique de plusieurs milliards de dollars, alors même que le pays manquait d'écoles, d'infrastructures ou d'instituts de recherche. Est-ce que ce n'est pas ces exemples d'anciens chefs d'État qui font dire à certains lecteurs que vous êtes dans le passé? Alors, le problème ici, c'est la tournure qu'ont pris les événements. C'est que maintenant, les chefs d'État, ils n'amassent plus directement leur nom. Ils le font sous des prénoms. Quand ce n'est pas un membre direct de la famille, ça va être un membre du clan. Donc, je peux vous l'assurer, c'est la même chose en ce moment. Donc ça n'a pas changé vraiment. Sinon, vous auriez quand même pu évoquer des exemples actuels, de dirigeants actuels, pour être en phase avec ce qui se passe maintenant, non? La scène politique est là. Il suffit juste de l'explorer pour savoir que quand c'est pas le chef d'État lui-même, c'est son fils. Quand c'est pas son fils, c'est son frère. On le vit en Afrique centrale. Dans certains pays, c'est soit le grand frère du président qui est l'homme le plus fortuné du pays. Quand c'est pas lui, c'est sa cousine. Donc ça tourne autour du chef d'État. Mais vous pensez à qui précisément? Non, mais... Si vous pouvez me donner quelques exemples. Ils sont là, vous n'avez qu'à explorer. Vous verrez que tout l'entourage des chefs d'État, c'est de l'opulence tout autour d'eux. Donc il n'y a pas un seul qui soit dispensé de ce que j'ai décrit. C'est qu'une description, il n'y a rien de... C'est pas une analyse, c'est des faits que j'ai observés. Vous avez parlé dans le chapitre 2 du livre du pouvoir dynastique et de clan. Et à la page 32, vous dites exactement ceci. Citation, certains États sont gérés comme des propriétés personnelles, familiales ou tribales. Vous avez cité plein de chefs d'État pour conclure que, à la page 50, en Afrique, il n'y a pas de pouvoir qui ne soit pas soutenu par un socle familial direct ou indirect par alliance. Fin de citation. Mais ceci n'est pas une exclusivité africaine, non? Oui, sauf que ailleurs, c'est plus le principe démocratique qui prévaut. Si on convoque, par exemple, aux États-Unis avec la famille Bush, ça ne se faisait pas comme ça au pif, le père qui décidait de nommer le fils à un poste. Donc vous voulez dire qu'il y a eu des élections régulières là-bas? Bien entendu, c'est à la suite d'élections régulières et correctes. Ce n'est pas le cas dans la plupart des pays d'Afrique. Mais vous faites un parallèle avec la France où Jean-Christophe Mitterrand, surnommé Papa Madi, a été conseiller de son père, président, et les épouses de Nicolas Sarkozy et de Luc Ferry, qui ont occupé des fonctions officielles dans des cabinets ministériels de leur mari. Ben, je suis d'accord avec vous. La plupart des mots qu'on souligne en Afrique ne sont pas
ne sont pas des imaginations dans le microcosme français. La plupart des choses que nous observons en France, c'est tout simplement des modifications qui ont été faites, mais en ayant été amplifiées en Afrique. C'est pareil. Donc vous estimez quand même qu'on peut être le frère du président ou le fils du président et prétendre quand même jouer un rôle dans son pays? Naturellement, on a, tout en étant le fils ou le frère du chef de l'État, on demeure citoyen. Pourquoi ça nous choque alors quand un fils veut succéder à son père ou un frère veut succéder à son aîné? Non pas que cela me choque, mais ce qui fait problème, c'est que dans la panoplie, il y a des gens beaucoup plus méritants que ces gens. En général, on voit... mais si ces gens ne se manifestent pas? Mais c'est aux gouvernants d'aller les chercher. En toute logique, un pays, les dirigeants d'un pays, ils doivent savoir ce qu'ils ont comme crème, y compris dans la diaspora. Et à la page 57, vous parlez de manque de projection et formation en déphasage. Et vous dites que les États africains sont la plupart du temps surpris par des situations qu'ils pouvaient se donner les moyens de prévoir. Vous parlez de quoi concrètement? Là, je parle beaucoup plus des prévisions. Je l'ai dit tantôt, diriger, c'est prévoir, prévenir. Alors, si on imagine, on peut revenir dans l'actualité, en parlant du corona, les États africains en sont encore maintenant à penser tout simplement comment gérer l'actualité de corona. Ailleurs, on a commencé à envisager l'après-corona. Tout ça, normalement, c'est comme cela. Mais le corona, justement, dont vous parlez, ça a surpris tout le monde entier. Aucun pays n'a pu prévoir cela. Ça veut dire que c'est un mal commun. Absolument, vous avez raison. Sauf que ailleurs, les dirigeants, ils ont commencé à penser l'avenir après corona. Est-ce que c'est le cas en Afrique? J'en doute. Vous en doutez, on va poursuivre cet entretien tout à l'heure, mais en marquant une courte pause. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on marque un arrêt et on vous retrouve dans quelques instants. Africa 24 est disponible sur Orange Livebox. Quel constat faites-vous justement de ce football féminin africain? Il n'est pas développé comme en Europe, ça c'est une certitude. Il faut être honnête, nos fédérations, elles en ont que faire du football féminin. Une chose alors pour le Gabon, où sont passées vos filles? 20 ans derrière, on avait une équipe assez compétitive. Combien de championnats féminins y a-t-il en Afrique? Non, là nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire. Le problème avec la Côte d'Ivoire. On a manqué, il y avait un manque de la part de la Confédération africaine de football qui ne s'est pas donné les moyens à développer ce football. Le championnat féminin. Le football féminin est un football d'avenir. Je pense qu'on est beaucoup plus proche d'une victoire en Coupe du Monde féminine que d'une victoire en Coupe du Monde masculine. News, business, life, Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. Disponible en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, Africa 24 est une analyse complète de l'actualité africaine et internationale à chaque heure. Africa 24 est la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique et par l'Afrique. Les infos du monde pour l'Afrique, les infos d'Afrique pour le monde. Africa 24. Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'auteur camerounais André Fridolin Salah, qui vient de faire paraître aux éditions Jet d'encre l'ouvrage intitulé Malgouvernance en Afrique, chef d'État ou chef de clan. Merci d'être toujours à notre compagnie. Alors, nous avons balayé un peu quelques passages du livre. J'ai constaté que ce livre est très engagé. Vous prenez vraiment position sur les mots qui minent le continent. Et il va falloir choisir entre le développement et les droits de l'homme. Il va falloir choisir parce qu'on a l'impression que les deux ne vont pas toujours de pair, en tout cas sur le continent africain. Oui, effectivement, c'est une impression. Mais la démocratie
peut aider au développement aussi. J'ai poussé un ouf de soulagement quand je vous ai vu attribuer quelques points positifs au Rwanda et à son président Paul Kagame, mais mon souffle a été de courte durée parce que vous avez dit que les prouesses économiques et managériales du Rwanda occultent mal la situation des droits de l'homme qui y règne. Les opposants ont le choix entre s'exiler ou rester au pays et se taire. Fin de citation. Est-ce que dans ce cas, il faut applaudir le développement parce que peut-être M. Kagame vous dira si je devrais respecter les droits de l'homme au sens occidental du terme, je n'aurais pas atteint ces résultats. Bien, alors, il faut préciser qu'il n'y a pas que le cas du Rwanda. J'ai mentionné également les prouesses en Éthiopie. J'ai parlé du Nigeria d'une certaine mesure. J'ai parlé également du Ghana. Mais cas. Toutefois, vous avez nuancé. Hein? Oui, bien entendu. Je n'ai pas trouvé un élève parfait, en fait. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'élève parfait, ni en Occident, ni d'ailleurs en Afrique. Il n'y en a pas. C'est un idéal, la démocratie. Mais je dis encore, le progrès... Pas la démocratie seulement, la démocratie et le développement. Le développement. Je ne fais pas de choix entre les deux. À mon sens, mais il y a des pays qui l'ont réussi, non, à allier les deux. En Europe. Monsieur Boton, pensez-vous qu'on peut être heureux en n'étant pas libre? Même si on a tout, est-ce qu'on serait heureux en n'étant pas libre? De penser ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, bien entendu en respectant la vie privée des autres. Vous pensez qu'on peut être heureux comme ça? En tout cas, pour clore le chapitre, Paul Kagame, vous dites que son bilan prend l'allure de Janus, c'est-à-dire un côté pile avec une répression sans pitié et un côté face avec des résultats économiques spectaculaires. Fin de citation. Oui, encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit préalablement. Les réussites, elles sont là et le bien-être des Rwandais, ils sautent aux yeux. Maintenant, il faut rattraper le petit retard accusé du point de vue des libertés. Parce que c'est rattrapable? Bien sûr. Parce que ce qui est perdu est perdu. Ceux qui sont morts de ce développement qu'on a voulu à tout prix, ils sont morts, ils ne vont pas revenir. Et là, nous pensons plus aux générations futures. Aux générations futures, oui. Alors, quand vous regardez l'Afrique, vous avez sillonné plusieurs pays, vous avez été aux États-Unis, vous avez été dans l'Asie aussi, mais dites-moi, quel est le modèle que vous concevez pour l'Afrique? Alors, pour moi, il n'y a pas de modèle idoine, parce que partout, il y a des gens qui remettent le modèle local en cause. Donc, ce que je dis, c'est d'abord que ce qui est fait le soit pour l'intérêt et pour le bien-être des populations. C'est cela. Quand les populations se sentent à l'aise, quand elles s'épanouissent, je ne crois pas qu'il y ait meilleure démocratie que ça. En tout cas, les critiques, on en a écouté beaucoup. Il y a eu beaucoup d'ouvrages sur les critiques faites comme ce que vous faites en parlant de chef d'État, chef de clan. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour changer ce paradigme-là? Alors, parce qu'il ne suffit plus aujourd'hui de critiquer. Oui. On en a suffisamment fait. Bien, alors là, cette question me ramène au titre de l'ouvrage. Vous avez bien remarqué que le titre, c'est une interrogation. Ça veut dire que j'aurais pu, si j'avais pris position, j'aurais pu ne pas... mettre le point d'interrogation et être affirmatif. Absolument. Oui. Je ne l'ai pas fait parce que je laisse les lecteurs se faire un choix. Alors, si le lecteur pense que c'est... la gouvernance étatique, elle est celle du président. Alors, dans une république, le président, il a sa place, il doit respecter la constitution telle qu'elle est, et le gouvernement doit être au service du peuple. Voilà. Si c'est un clan, alors le clan n'a pas sa place dans un État démocratique. Sauf évidemment parce que le clan, on peut imaginer qu'un parti politique serait un clan aussi. Mais ce n'est pas de ce clan qu'on parle dans le livre. Le clan au sens familial, c'est ça? Le clan, ici, c'est vraiment le clan dans son sens pernicieux. Dire que c'est son ami, c'est son fils, c'est sa femme, ses amis d'enfance. Ses amis d'enfance, ses frères de cercle, les beaux-frères. Voilà. Et en Afrique, c'est trop long. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit lorsqu'on a
son parent sur le marronnier. On ne peut pas se permettre de cueillir des fruits non mûrs. Des fruits non mûrs, Oui. vous voyez. Donc, quand on a un homme qui est général, on s'imagine être général aussi. Mais il y a une chose qui m'étonne. On a vu des personnes, et pas des moindres, prôner une démocratie au sens vertueux du terme avant d'accéder au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, on a du mal à revoir exactement ce qu'ils ont prôné lorsqu'ils étaient en quête du pouvoir. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela selon vous? Mais là, M. Botton, vous avez touché un point fondamental. Parce que c'est cela qui amène les populations au désenchantement. Parce que les opposants d'aujourd'hui, qui sont des chantres de la liberté, ne sont pas une garantie de réussite démocratique demain lorsqu'ils seront au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de formule magique. Il faut tout simplement respecter la Constitution. Lorsqu'on a élu un dirigeant qui n'a pas respecté ce qu'il a promis lors des prochaines élections, ben, il faut que le peuple choisisse de le faire. Sauf que ce qui se passe dans nombre de pays, c'est qu'une fois cette personne qui accède au pouvoir, il s'arrange les règles au point de pouvoir permettre la compétition régulière afin de permettre à d'autres personnes de gagner normalement au suffrage universel. Vous avez constaté ça sur le continent, non? Absolument, je suis d'accord avec vous. Ce qui est encore plus pernicieux, justement. Oui, vous avez entièrement raison. Et c'est là l'un des mots. C'est là l'un des mots dont souffre l'Afrique. C'est-à-dire que tronquer les règles de la compétition, lorsqu'on est, on l'a vu dans certains pays en Afrique, on l'a vu en Guinée, etc. Donc oui, je suis d'accord avec vous, cela ne doit pas se faire. Parce qu'on a fait plusieurs expériences, on a fait l'expérience du monopartisme, ça a été fortement décrié, on est revenu au multipartisme, aujourd'hui les peuples crient encore leur ras-le-bol, n'en sont pas satisfaits. Il faut faire quoi en fin de compte? En fin de compte, c'est que les promesses qui ont été faites par les pays qui ont fait la promotion de l'ouverture démocratique, ces promesses n'ont pas été tenues. Dans ce sens que on a vu les mêmes pays soutenir, si ce n'est d'instrumentaliser des potentats en Afrique. Donc ce qu'il faut faire, c'est que on a besoin de la volonté de ces pays qui font la promotion de la démocratie, mais on a besoin d'éducation des masses aussi, parce que la population, il ne faut pas qu'on l'oublie, elle a une force. Et il ne faut plus que les gens votent aveuglément, il faut que les gens sachent faire le choix. Quelqu'un a parlé de la dictature du développement. C'est-à-dire qu'on fait la dictature, mais en même temps, on réussit le développement. Vous pensez que ça peut être une bonne expérience? Dans certains pays, ça a fait des preuves. J'ai vécu en Chine, je le sais par expérience. J'ai vécu à Singapour, c'est des réussites économiques là-bas. Mais sur le plan des libertés, même si, là encore, je vais mettre un peu d'eau dans le vin, parce que ce qui se dit souvent, c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. Monsieur Salah, on est à la fin de cette émission. J'aimerais quand même que vous preniez l'ouvrage et que vous nous donniez lecture d'un passage qui vous aura marqué particulièrement. Dans le chapitre 4, qui parle des réformes inopportunes. Et dans ce chapitre, je dis, en général, les réformettes, entre guillemets, les réformettes opérées par les gouvernements ont rarement une incidence positive sur le cours de la situation ou sur celui de la vie des citoyens. Alors, il faut comprendre. Il faut comprendre en cela le seul souci de l'intérêt des populations dans la prise des décisions. C'est cela qui doit diriger la gouvernance des chefs d'État en Afrique. Donc, vous voulez dire qu'il faudrait que la préoccupation des citoyens soit la priorité des dirigeants. Exactement. Et non la pérennisation, la dynastisation et la clanisation de leur régime. André Fridolin Salah, merci beaucoup. C'est moi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez fait paraître aux éditions G-Dank
l'ouvrage intitulé Malgouvernance en Afrique, chef d'État ou chef de clan. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est moi qui vous remercie, M. Bouton. Et chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.